Merci beaucoup Madame la Présidente, et bonsoir à tous, et merci d'être nombreux ce soir pour cette conférence. Ben, moi aussi, je vais commencer par donner des remerciements, évidemment. Je vais remercier bien sûr l'association Histoire et Généalogie en Minervois, et sa présidente, que vous venez d'entendre, qui est à l'initiative de cette conférence. En effet, elle avait eu le souhait, le désir, d'organiser pour son association une visite physique des archives diocésaines. Et hélas, nous avons fait assez rapidement ensemble le constat que cette visite physique n'était pas possible pour plein de raisons pratiques, dont d'abord l'exiguïté des locaux. Et que donc, ça m'a donné l'idée, effectivement, à ce moment-là, de remplacer cette visite physique par une visite virtuelle, comme on dit aujourd'hui. Ça se fait beaucoup. Et c'est un petit peu cette visite virtuelle que je vous propose ce soir. Ça fait un certain nombre d'années, d'ailleurs, que je collabore avec Histoire et Généalogie en Minervois, de différentes façons. Et je suis ravi, bien entendu, de cette nouvelle collaboration qui se matérialise donc aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, je remercie également mon collègue que vous avez entendu également, Gaël Favier, conservateur des musées et des édifices diocésains, qui nous accueille ce soir à Notre-Dame de l'Abbaye, comme toujours, avec chaleur, sympathie et, ce qui ne gâte rien, le verre de l'amitié. Un grand merci aussi à Benjamin Yoboué, le responsable de la communication du diocèse, pour son aide précieuse dans la réalisation des photographies que vous allez voir et du PowerPoint. Alors, vous l'avez vu, le titre de cette conférence, c'est donc « Archives diocésaines, la mémoire de l'Église ». En effet, comme n'importe quelle communauté humaine, l'Église a besoin de ces archives afin de conserver la mémoire de son passé et de mieux connaître son histoire. Tant il est vrai d'ailleurs qu'en France, cette histoire, l'histoire de l'Église, est intrinsèquement liée à l'histoire de la nation française. Alors bien évidemment, je précise tout de suite que par Église, j'entends l'Église catholique française. Il aurait certes été très intéressant de pouvoir s'aventurer à parler des autres églises, la protestante, la juive, la musulmane, mais ça nous aurait entraîné dans des questions d'archives extrêmement complexes et dans des situations que je connais d'ailleurs, je l'avoue, assez mal. Donc nous resterons globalement, si vous le voulez bien, dans le cadre à la fois catholique et français. Et pour ce qui est d'ailleurs des archives diocésaines, bien entendu, il faut préciser également que cet exposé va être avant tout consacré aux archives diocésaines de Carcassonne, du diocèse de Carcassonne et Narbonne, dont j'ai la chance, ça a été dit, de m'occuper depuis 2 ans à peu près, et qui vont donc nous servir d'exemple pour l'ensemble des archives diocésaines françaises. Cette présentation et ces explications seront donc illustrées par de nombreuses photographies de documents qui sont destinés à rendre mon exposé un peu plus vivant et un peu plus concret. Mais avant de voir plus précisément ce qu'on peut trouver dans les archives diocésaines, il convient quand même en préambule de rappeler quelques généralités indispensables sur l'organisation des archives de l'Église en France. Que faut-il donc entendre en effet par archives de l'Église catholique française? Disons d'ailleurs tout de suite qu'à l'instar des archives publiques françaises, archives nationales, archives départementales, celles de l'Église catholique sont structurées, elles aussi,
avec des institutions qui sont à la fois hiérarchiques, géographiques et thématiques. Au sommet de cette organisation des archives ecclésiastiques, on est obligé de quitter un peu l'hexagone. On trouve bien évidemment, comment ne pas les évoquer, les archives centrales de l'Église. C'est le célèbre Archivio Apostolico Vaticano, qui jusqu'en 2019 s'appelait Archivio Segreto Vaticano, mais on a supprimé le Segreto, qui était considéré comme coupable, à cause de sa mauvaise traduction, d'alimenter un peu trop de fantasmes. Les archives secrètes, aïe aïe aïe, ça commence mal, là on commence à se dire, ouh, bon, il y a plein de choses qui sont cachées, qu'on ne peut pas voir, etc. Donc en 2019, le pape François a sollicité la modification du nom des archives pontificales. Cet Archivio Apostolico, il se trouve à Rome, au Vatican, et il se double de l'extraordinaire bibliothèque apostolique vaticane, qui constituent deux ensembles d'une très très grande richesse documentaire. L'Archivio Vaticano regroupe depuis le XIIe siècle, et surtout depuis le XVIIe siècle, période à laquelle il se sépare d'ailleurs de la bibliothèque apostolique, tous les documents relatifs au gouvernement central de l'Église. Aussi bien ceux qui illustrent l'administration et l'activité pastorale des papes, que ceux qui procèdent des divers services et organismes du Saint-Siège. C'est une masse énorme que ces archives vaticanes, énorme. C'est 1,5 million de documents, c'est 600 fonds, et qui représentent 85 km linéaires de documents. Donc c'est énorme. Et compte tenu de leur importance, bien évidemment, elles ne détiennent pas que des fonds sur Rome ou que des fonds sur l'Italie, mais au contraire sur l'ensemble du monde catholique. À l'heure actuelle, ces archives apostoliques sont ouvertes jusqu'à la fin du pontificat de Pie XII, soit en octobre 1958, mais il faut y ajouter l'ensemble des archives du Concile Vatican II, 1962-1965, qui sont également ouvertes à la recherche. Les documents plus récents, eux, doivent faire l'objet donc d'une autorisation spéciale pour pouvoir être consultés. Alors, revenons maintenant au plan national. L'Église catholique française s'est dotée, au XXe siècle, pour sa gouvernance, d'une institution collégiale qui lui est propre. C'est la Conférence des évêques de France, créée en mai 1964, mais qui procède d'une longue histoire, qu'on peut même aisément faire remonter aux assemblées du clergé de l'Ancien Régime, qui rassemblaient périodiquement les prélats et autres députés. Une concertation nationale, donc, qui existait avant la Révolution, mais qui a été strictement interdite ensuite par le Concordat de 1801. Et ainsi, ce n'est qu'en 1919, après la loi de séparation de 1905, que s'est créée l'Assemblée des cardinaux et archevêques, l'ACA, comme on l'appelle à l'époque, qui se réunissait une fois par an et fut ensuite transformée et élargie à l'organisation actuelle, la Conférence des évêques de France. Alors cette conférence, eh bien, tout naturellement, si on peut dire, elle a eu le désir, elle a eu l'idée de créer, en 1973, à Issy-les-Moulineaux, le Centre national des archives de l'Église de France, le CNAF, avec, voilà, son acronyme, qui conserve donc tous les documents qui procèdent des divers services de la conférence épiscopale. De façon logique, ce centre, qui regroupe à peu près 6 km de documents, abrite donc surtout des archives du XXe siècle, c'est normal, mais il s'attache également à la préservation de documents plus anciens, provenant de dons, de dépôts, réalisés par des sources diverses, des instituts religieux, des particuliers, des mouvements de laïcs, etc. Alors il faut signaler quand même que
ne faites pas le parallèle Archives nationales à Paris, Centre national des archives de l'Église. Les archives nationales publiques ont une vocation évidente depuis la Révolution française à centraliser les documents sur l'histoire française. Ce n'est pas le cas pour le Centre national des archives de l'Église de France, qui n'a jamais eu cette vocation à centraliser les documents ecclésiastiques français. Au niveau inférieur, comme pour les archives publiques, c'est-à-dire au niveau départemental, le nôtre, même si certains diocèses d'ailleurs en France à l'heure actuelle encore regroupent plusieurs départements, on trouve bien entendu dans chaque entité diocésaine des archives diocésaines qui sont au nombre de 99 au total à l'heure actuelle en comptant les diocèses d'outre-mer. Et ces archives diocésaines, eh bien, elles rassemblent l'ensemble des documents produits par les évêques et par les institutions diocésaines depuis le Concordat de 1801. Donc, il s'agit là pour l'essentiel, là aussi ne nous trompons pas, d'archives des 19e, 20e et 21e siècles. En effet, il faut se souvenir qu'au terme de la loi du 5 novembre 1790, les archives des diocèses d'Ancien Régime ont été saisies par l'État et versées, fort logiquement, dans les dépôts publics départementaux. C'est là, aux archives départementales de l'Aude par exemple, que se trouvent les documents d'Ancien Régime concernant les diocèses audois, situés dans l'actuel département. Mais vous connaissez le vieil adage. Il y a la règle, et puis il y a les exceptions qui confirment la règle. Et là, comme dans d'autres domaines, il y a évidemment des exceptions qui confirment la règle. Presque comme partout, eh bien, à Carcassonne, il y a des documents d'Ancien Régime qui sont encore conservés dans les fonds diocésains, pour différentes raisons sur lesquelles je reviendrai, et qui peuvent être parfois même des registres paroissiaux, les fameux registres antérieurs à la Révolution. Alors ces archives diocésaines sont pour la plupart conservées dans les évêchés ou dans des bâtiments annexes, mais elles peuvent aussi être déposées en plus ou moins grand nombre dans les services départementaux d'archives, dans les services publics d'archives. Ce dépôt a été en vogue à une époque et même beaucoup utilisé. Il l'est beaucoup moins aujourd'hui, puisqu'il n'est ni conseillé, ni même bien vu par les institutions ecclésiales, qui considèrent, sans doute à juste titre, que l'Église se doit de conserver son patrimoine écrit et de s'en occuper. Mais là encore, l'exception qui confirme la règle, eh bien, il y a des exceptions, anciennes ou récentes. Il y a des fonds qui ont été déposés dans les services départementaux il y a longtemps, mais en 2017, c'est plus récent, le diocèse voisin de Pamiers a fait le choix de déposer très largement ces fonds historiques aux archives départementales de l'Ariège. Donc, il ne faut pas oublier cette porosité, entre guillemets, qui existe encore entre les services d'archives ecclésiastiques et les services d'archives publics. Et puis, si on descend encore sur notre échelle, eh bien, au niveau inférieur, on va trouver, bien entendu, sur ce qu'on pourrait appeler le plan communal, ou plutôt le plan paroissial, eh bien, on va trouver les archives des paroisses qui sont produites localement par les différentes communautés de fidèles. On y trouve d'ailleurs des documents fort intéressants et assez variés. Ces documents paroissiaux peuvent être encore conservés dans les presbytères. Oui, hélas, il y en a encore. Mais ils peuvent aussi être déposés aux archives du diocèse, heureusement. Et parfois aussi, ils ont rejoint, tant mieux, pour diverses raisons, les archives communales des mairies ou, là aussi, les dépôts départementaux. Hélas, il faut le dire, il faut, je crois, le reconnaître, depuis une cinquantaine d'années maintenant, une autre partie de ces archives paroissiales a irrémédiablement disparu
a été perdue, suite notamment à la fermeture de nombreux presbytères, et j'y reviendrai sur cette question plus tard. Et puis enfin, il faut mentionner quand même, à l'extérieur du cadre diocésain, les archives des ordres et des congrégations religieuses, qui sont très précieuses et très riches également. Elles peuvent être regroupées dans des maisons générales, c'est souvent le cas d'ailleurs, et à ce moment-là, elles sont conservées ou quelque part en France, selon les congrégations, ou à Rome, parfois, où sont aussi certaines maisons générales. C'est le cas, par exemple, des Dominicains. Les archives générales des Dominicains sont à Rome, y compris pour la France, ou des frères maristes, par exemple, grands missionnaires du XIXe, ont aussi leurs archives à Rome. Dans cette organisation des archives ecclésiales françaises, incontestablement, pour diverses raisons, ce sont les archives diocésaines qui sont les plus proches du grand public et qui sans doute sont les plus connues du grand public. Aujourd'hui comme hier, elles demeurent indispensables aux chercheurs qui s'intéressent à l'histoire religieuse de l'époque contemporaine, 19e, 20e, mais elles rendent aussi des services aux généalogistes pour différentes raisons sur lesquelles on va revenir. Dès 1971, l'universitaire lyonnais Jacques Gadille avait tenté de mieux les faire connaître grâce à la publication d'un guide des archives diocésaines de France, qui était le résultat d'ailleurs d'une enquête conduite dans les années 1964-1965. Il faut reconnaître, honnêtement, que cette publication, que cette parution était notamment motivée à l'époque par ce qu'on peut appeler une certaine détresse des dépôts diocésains, inorganisés ou mal organisés, peu ou mal classés, dépourvus d'inventaire et parfois, tout court, dépourvus d'archivistes, peu accessibles au public et souvent un peu laissés à l'abandon. Bon, aujourd'hui, fort heureusement, la situation a bien changé et grâce notamment au rôle fédérateur et formateur de l'Association des archivistes de l'Église de France, l'AAEF, qui a été fondée elle aussi en 1973 par Monseigneur Charles Molette et qui publie toujours un bulletin annuel. Même si de premières règles de classement avaient déjà été conseillées dès 1961 par une circulaire du secrétariat de l'épiscopat, c'est à cette association que l'on doit notamment, à partir de 1980, la mise en place et le perfectionnement de plusieurs cadres de classement pour les archives de l'Église qui sont utilisés partout aujourd'hui. L'archive diocésaine, cadre de classement pour les archives paroissiales, cadre de classement pour les archives des congrégations. Donc là, voilà, ce sont les cadres qui sont aujourd'hui utilisés partout. Pour finir ce préambule, une précision d'importance. Les archives de l'Église de France, quel que soit leur niveau de constitution, paroissiale, diocésaine, CNAF, etc., sont des archives privées. On n'y pense pas toujours, mais c'est le cas. Elles sont la propriété des différentes institutions ecclésiastiques correspondantes. Alors à ce titre, on essaiera de comprendre aussi qu'elles n'obéissent pas forcément aux mêmes règles que les archives publiques, même si ça peut évidemment parfois nous surprendre. Ces règles spécifiques, que l'Église est totalement libre de fixer, sont bien sûr régies par le droit canon, qui certes, c'est un constat, est parfois un peu éloigné, il est vrai, du Code du patrimoine. Pas tout à fait la même chose. Ainsi, comme dans les fonds publics, tous les documents conservés ne sont pas immédiatement et librement communicables. Ce qui n'est d'ailleurs guère étonnant pour les documents les plus récents. Ne venez pas me voir en me demandant la correspondance de Monseigneur Valentin pour l'année dernière. Non, ce n'est pas communicable. Voilà. Mais c'est logique, effectivement. De même, les délais d'attente, lorsqu'ils sont fixés, ne sont pas identiques à ceux de l'État.
Et la procédure de dérogation, bien entendu, pour consultation de documents non librement communicables, elle existe là aussi, dans le cadre ecclésiastique, eh bien, elle est logiquement soumise à l'accord de l'évêque, dans le cadre diocésain, ou du supérieur, dans le cadre des ordres religieux. En revanche, il est clair que les archives ecclésiastiques ne peuvent s'exonérer du droit commun en ce qu'il touche notamment à l'organisation de la vie civile, par exemple, ou par exemple aussi au droit et à la protection des personnes et des biens. Évidence, là aussi, le droit des archives ecclésiastiques doit rentrer dans ce cadre commun. Et puis, pour essayer de comprendre un petit peu finalement cette différence, eh bien, il faut quand même rappeler que les archives des institutions ecclésiastiques françaises ne peuvent être envisagées uniquement sous l'angle de notre encadrement législatif national. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'il y a une nature supranationale à ces institutions ecclésiastiques, puisqu'elles sont soumises à l'autorité pontificale romaine. Donc, il y a une logique, si vous voulez, par rapport à ce statut des archives ecclésiastiques. Alors, venons-en maintenant, de façon un peu plus concrète, et plus précisément, surtout, à la description des sources documentaires qui sont conservées dans les archives diocésaines françaises, et notamment dans les archives carcassonnaises, et qui peuvent être utiles aux différents types de chercheurs. En premier lieu, dans ces archives diocésaines, on a bien évidemment des archives de l'administration épiscopale. Les archives romaines, c'est avant tout les archives des papes. Les archives diocésaines, c'est avant tout les archives des évêques. Les papiers des évêques. Alors, selon les époques et les aléas des carrières épiscopales, ça joue ça aussi sur les archives. Je rappelle par exemple qu'au XIXe siècle, certains évêques n'ont pas fini leur carrière à Carcassonne, et je les soupçonne fortement d'avoir emporté avec eux une bonne partie de leurs papiers quand ils ont quitté le territoire audois. Donc, au gré de ces aléas, eh bien, ces papiers d'évêques peuvent être très volumineux ou beaucoup moins volumineux, voire quasi inexistants parfois. Donc, et là, vous pouvez avoir toutes les étapes intermédiaires entre le très volumineux et l'inexistant. Bien sûr, ça c'est logique, plus on s'approche de notre époque, et plus ces documents sont copieux et variés. Au XIXe siècle, les documents épiscopaux sont essentiellement riches et essentiellement représentés par de la correspondance. Et oui, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone, et donc par conséquent, on écrit beaucoup, on envoie du courrier et on reçoit énormément de courrier. La plus riche, c'est incontestablement celle du premier évêque. Vous en avez un exemple à l'écran, avec 3 ou 4 lettres donc, qui proviennent de ces fonds. C'est la correspondance du premier évêque, Monseigneur de la Porte. L'évêque qui recrée le diocèse carcassonnais après le Concordat, dans le cadre du Concordat. Très volumineux, très riche. Je pense qu'elle doit représenter à peu près entre 3000 et 5000 lettres. Donc c'est assez énorme. Alors, c'est avant tout la correspondance reçue, mais c'est aussi la correspondance envoyée. Pour la correspondance reçue, on parle de correspondance passive, et pour la correspondance envoyée, de correspondance active. Elle se présente sous 2 formes différentes. La correspondance reçue, vous en avez un exemple là, alors que la correspondance envoyée, elle est dans des minutiers où les lettres envoyées par l'évêque sont scrupuleusement retranscrites. Et puis, évidemment, la correspondance de Monseigneur de la Porte, elle est d'autant plus volumineuse qu'elle concerne le diocèse de Carcassonne, mais aussi le diocèse de Perpignan. Puisque je rappelle que Monseigneur de la Porte était, à partir de 1802, évêque de Carcassonne et de Perpignan, et que le siège de Perpignan a été rétabli avec un évêque propre qu'en 1823. Donc pour toute la période 1802-1823, il y a une correspondance audoise et une correspondance catalane. Et puis,
on a, bien entendu, dans cette riche correspondance, simplement d'ailleurs classée par ordre chronologique, ça serait un peu compliqué de faire autrement, eh bien, on a la correspondance administrative, officielle, des évêques, mais on a aussi leur correspondance personnelle, avec leur famille, avec des amis, avec diverses relations du monde ecclésiastique, mais qui ne touchent pas forcément des questions d'administration du diocèse carcassonnais. Alors vous avez là par exemple donc des lettres reçues par Monseigneur de la Porte. Voilà maintenant un registre un peu particulier de cette correspondance de Monseigneur de la Porte. C'est le registre des correspondances du cardinal légat, le cardinal Caprara, qui était chargé par la papauté de veiller à la mise en application et à l'organisation de l'Église de France avec la mise en application du Concordat donc de 1801, et il était bien entendu en rapport avec tous les évêques français nouvellement nommés en 1801. C'est un registre que connaît bien Jean Blanc, puisqu'il l'a regardé lorsqu'il a fait sa conférence l'année dernière, je crois, je ne crois pas dire de bêtises, sur Monseigneur de la Porte. Et voilà, une correspondance importante, et qui donc qu'on a souhaité donc mettre à part dans un registre propre. Et puis, voilà la correspondance active. Voilà un minutier de la correspondance active, non pas de Monseigneur de la Porte, mais de son successeur, Monseigneur de Saint-Rome-Gally, qui est évêque de 1824 à 1847. Et on a là, donc, pendant cette période, un des minutiers, il y en a beaucoup, dans lequel sont retranscrites donc toutes les lettres envoyées par l'évêque. Et puis là, on a une correspondance un petit peu plus récente d'un évêque de la fin du XIXe siècle, dont vous verrez le tableau d'ailleurs tout à l'heure, puisqu'il trône dans la pièce où nous nous rendrons ensuite, Monseigneur Billard, avec une correspondance donc qui date de 1887. Énorme, c'est très important, cette correspondance épiscopale. Mais à partir du XXe siècle, et même déjà un peu à la fin du XIXe, la correspondance n'est plus centralisée. Et elle se retrouve donc forcément au sein des différents dossiers traités par les évêques. On la trouve quand même, encore une fois, dans ces dossiers. Mais elle n'est plus organisée chronologiquement et elle n'est plus regroupée dans des boîtes au sein de collections de courriers. Alors, à ce moment-là, on trouve dans les archives des évêques, donc davantage, et plus on arrivera vers aujourd'hui, plus ce sera le cas, davantage des dossiers thématiques, dans lesquels il y a la correspondance, et dans lesquels il y a aussi d'autres documents. Ici, par exemple, vous avez des documents extraits du dossier thématique de Monseigneur de Beauséjour, qui concerne l'épineux problème, évidemment, au début du XXe siècle, de la séparation des églises et de l'État. Et vous voyez qu'il a mis, à ce moment-là, dans ces documents, la liste des biens spoliés, c'est le document de gauche, la liste des biens spoliés dans le diocèse suite à la loi de séparation des églises et de l'État, c'est le journal officiel d'ailleurs qui publiait ça, et à côté, l'encyclique du pape Pie X du 11 février 1906, Vehementer Nos, qui était une encyclique qui condamnait, bien entendu, la séparation de l'Église et de l'État en France. Et puis, à une période plus récente, on peut par exemple trouver également un dossier de Monseigneur Puech sur les événements viticoles tragiques de Montredon en 1976, dont on a commémoré cette année le 50e anniversaire. Et là, vous avez des journaux, la Croix du Midi, la fameuse Croix du Midi, avec son supplément interne Actualité de l'Aude, qui revient, bien entendu, sur les obsèques d'Émile Puitès, le vigneron d'Arquette en Val, tué lors des événements de Montredon,
messe de sépulture d'Émile Brutès, lors de laquelle Monseigneur Puech avait fait l'homélie, avait prononcé l'homélie. Donc, voilà. Alors, à partir de 1850, à peu près, le milieu du XIXe siècle, eh bien, ces archives épiscopales, elles comprennent aussi d'autres choses, et notamment des papiers personnels des évêques, parmi lesquels on peut trouver des papiers d'identité, des bulles pontificales de nomination, vous avez un exemple là, mais aussi, pour des périodes plus récentes, des articles de presse, des collections d'articles de presse et des photographies. Là, vous avez par exemple 2 bulles pontificales de nomination d'évêques qui ont exactement un siècle d'écart. Celle qui est dépliée, c'est la bulle de nomination de Monseigneur de Bonnechose à l'évêché de Carcassonne, qui date de 1847. Et celle qui est encore dans son tube d'expédition, c'est la bulle de nomination de Monseigneur Puech, en 1947, en qualité, non pas d'évêque de Carcassonne, ça n'arrivera que quelques années plus tard, mais en qualité, dans un premier temps, d'évêque auxiliaire d'Albi. Et puis, on trouve aussi des documents effectivement vraiment personnels. Là, par exemple, vous avez le laissez-passer, ce n'est pas le passeport, hein, le passeport il était français, mais le laissez-passer de Monseigneur Puech pour assister aux séances du Concile Vatican II au Vatican. Bon, il a effectivement il y avait un laissez-passer qu'il fallait qu'il présente quand il rentrait au Vatican, soit aux gardes suisses, soit aux redoutables gendarmes pontificaux, dont je peux en témoigner, ils ne sont pas toujours commodes. Donc il vaut mieux montrer patte blanche. Autre document provenant des archives de Monseigneur Puech, des photographies, il y en a beaucoup d'ailleurs dans ces archives, et une photographie de la visite ad limina réalisée par Monseigneur Puech en 1957 auprès du pape Pie XII dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo. Vous voyez également à côté de Monseigneur Puech, Monseigneur Georges Boyer, qui était à l'époque vicaire général du diocèse. Et évidemment, plus on arrive à une période récente, les successeurs de Monseigneur Puech, Monseigneur Despierres, Monseigneur Planet, Monseigneur Valentin aujourd'hui, il y a de plus en plus de photos, effectivement, dans ces fonds épiscopaux, même si aujourd'hui, évidemment, c'est du numérique, donc c'est un peu différent. Mais cette activité des évêques, elle transparaît également à travers ce qu'on appelle les dossiers paroissiaux, qui sont, hélas, à Carcassonne en tout cas, ailleurs je ne sais pas, de contenu souvent très inégal et parfois même assez pauvre. On peut y trouver de la correspondance échangée avec les communes, mais aussi des dossiers de travaux pour les églises, les presbytères ou les chapelles, des questionnaires préalables aux visites pastorales, soigneusement remplis à l'avance par les curés. Il faut faire attention à ne pas confondre ces archives, j'ai bien dit dossiers paroissiaux, je n'ai pas dit archives paroissiales. Vous comprendrez pourquoi, on y reviendra plus tard, et on en reparlera. Là, vous avez une lettre qui est sortie du dossier paroissial de Col-Minervois. Minervois est à l'honneur. Qui date du 23 Pluvios an 12, 13 février 1804, et qui est écrite donc par le maire à Monseigneur de la Porte. Ici, vous avez ces fameux questionnaires. Alors, ces questionnaires, ils sont pour la plupart conservés aux archives départementales de l'Aude, où ils ont été déposés par le diocèse dans les années 60. Ce sont des questionnaires, grosso modo, qui couvrent la période 1802, 1803, plutôt 1805 d'ailleurs, pour les plus anciens, jusqu'à 1896, 18, 19, 1900 en gros. Bon. Les plus récents, ils sont aux archives diocésaines. Et puis, exception, encore une fois, les visites de l'année 1850
qui, ne me demandez pas pourquoi, n'ont pas fait l'objet, comme le reste, d'un dépôt aux archives départementales. Donc là, vous avez le questionnaire concernant la paroisse de Rieux, Minervois, en 1850. Vous le remarquez, ce sont des questionnaires imprimés, pré-remplis, que les curés donc remplissent à leur tour de façon manuscrite pour répondre, puisque la partie pré-remplie, ce ne sont que des questions. Combien y a-t-il de chapelles sur la paroisse? Est-ce qu'il y a un vicaire, etc., etc. Et donc, les curés répondent à ces questionnaires, puis ils les renvoient à l'évêché, et ensuite, avec le contenu, grâce au contenu de ces questionnaires, l'évêque peut faire donc sa visite dans la paroisse. Et une fois qu'il a fait la visite, eh bien, il dresse sur place un procès-verbal qui est conservé le plus souvent d'ailleurs avec le questionnaire, pour dire qu'il est allé donc à telle date faire la visite dans telle ou telle paroisse. Ça, c'est un questionnaire de visite pastorale beaucoup plus récent, puisque c'est le questionnaire de la visite de 1914 pour la paroisse de Cône-Minervois. Mais le principe est le même que les questionnaires du XIXe siècle. Il y a aussi des plans, je l'ai dit, des plans de travaux, des plans d'églises divers et variés. Il y en a qui sont jolis, il y en a qui ne sont pas du tout beaux, mais c'est la règle ça aussi. Et là, par exemple, dans le dossier de la paroisse Saint-Ginaire de Carcassonne, eh bien, vous avez un plan qui concerne, de 1858, qui concerne donc la construction, par Viollet-le-Duc, de l'église Saint-Ginaire à Carcassonne. Puis il y a aussi la documentation dans ces dossiers. Et par exemple, là, vous avez, à l'intérieur du dossier de Cône-Minervois, toujours, vous avez de la documentation concernant les saints martyrs de Cône, avec une photo des reliquaires des saints martyrs, et puis un petit opuscule publié donc pour la neuvaine et les cantiques, donc pour la fête des saints martyrs. Donc, vous voyez, ce sont des dossiers variés, je le redis, pas très riches, mais dans lesquels on peut trouver quand même de temps en temps des documents plutôt intéressants dans le cadre d'une recherche sur une paroisse ou sur une commune. Il faut bien évidemment les consulter. Et puis, bien entendu, il faut à côté de ça mentionner la riche documentation relative au clergé diocésain, qui recouvre plusieurs types de registres et de dossiers. Ce sont d'abord, comme celui qui est à l'écran, les registres d'ordination, dont le titre est un peu trompeur d'ailleurs, puisqu'en fait, on y trouve la mention de toutes les collations de titres ecclésiastiques, quels qu'ils soient, conférés par l'évêque, pas que les ordinations des prêtres. On y trouve les ordres mineurs, le sous-diaconat, le diaconat, la prêtrise, bien entendu, aussi. Là, vous avez à l'écran le premier registre des ordinations du diocèse, 1802-1827, donc sous Monseigneur de la Porte et son successeur. Et puis, à côté de ces précieux registres d'ordination, il faut également mentionner les registres du personnel ecclésiastique, qui permettent de reconstituer autant que possible la carrière des ecclésiastiques. C'est ainsi à partir des registres de Monseigneur de la Porte, parfois on ne le sait pas toujours, que le chanoine Saint-Barthès a pu largement constituer son dictionnaire biographique du clergé audois, extrêmement précieux, pour la période 1789-1803. Eh bien, ce dictionnaire a été fait à partir des registres du clergé diocésain, qu'on appelle les registres de Monseigneur de la Porte, puisqu'ils concernent l'épiscopat donc de ce premier évêque. Mais il ne débute ces registres du personnel ecclésiastique que vers le milieu du XIXe siècle, même s'ils fournissent bien entendu des renseignements antérieurs depuis la fin du XVIIIe, Révolution ou début XIXe siècle.
Là, vous avez à l'écran encore un autre registre d'ordination, plus récent que celui que j'ai montré tout à l'heure, et qui lui aussi date de l'épiscopat de Monseigneur Billard. C'est pour vous montrer un petit peu la différence par rapport aux documents, au registre précédent. Voilà les registres du personnel ecclésiastique. Qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve d'abord les renseignements d'état civil. La date et le lieu de naissance, la date et le lieu de décès, la date d'ordination, et puis le récapitulatif de carrière qui détaille les différentes paroisses concernées, les autres fonctions exercées, enseignement, aumônerie, etc., la date d'arrêt d'activité et le lieu d'inhumation, qui n'est pas systématiquement indiqué, mais souvent. Et puis, bien entendu, pour le XXe siècle, dans ces registres, on peut aussi y trouver des photographies, ce qui permet quand même d'avoir un plus par rapport aux prêtres concernés. Alors, il faut se souvenir que cette série de registres peut être également complétée par d'autres documents qui sont regroupés, eux, dans des dossiers de prêtres, qui sont classés par ordre alphabétique. Bien entendu, ça vaut surtout pour le XXe siècle et même pour la deuxième partie du XXe siècle. Et puis, il faut préciser également que ces registres ne concernent que les prêtres incardinés au diocèse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire les prêtres qui lui sont liés juridiquement, qui y ont une fonction, mais une fonction avec le lien au diocèse. Ce qui veut dire, par exemple, que vous n'y trouverez pas, dans ces registres, les prêtres de passage, ordonnés ailleurs et venus pendant un délai plus ou moins long, officier dans le département. Ou bien vous n'y trouverez pas non plus les membres des ordres des congrégations religieuses. Prenons un exemple très simple. À Notre-Dame de Marseille, près de Limoux, pendant longtemps, la chapelle a été desservie par les lazaristes. Les lazaristes ne sont pas dans ces registres des ecclésiastiques du diocèse, puisqu'ils appartenaient à une congrégation. Si vous voulez des éléments à ce moment-là sur ces prêtres-là, il faut s'adresser effectivement aux archives de la congrégation religieuse concernée. Et puis, en complément de ces registres du personnel ecclésiastique, eh bien, on dispose aussi le registre de cure. Ah, ça c'est pratique parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que vous pourriez m'envoyer la liste de tous les curés de la paroisse depuis le début du XIXe siècle jusqu'à 1970 ou 80? Je réponds souvent, elle n'est pas faite, mais éventuellement, je peux vous la faire. Et Dieu merci, on peut la faire effectivement grâce à ces fameux registres de cure, de collation de cure notamment, qui permettent donc comme ça de reconstituer ces listes depuis le Concordat jusqu'à la fin jusqu'au milieu du XXe. Voilà le fameux registre de Monseigneur de la Porte dont je vous parlais tout à l'heure, qui a permis au chanoine Saint-Barthès de faire son dictionnaire biographique. Et le chanoine s'est d'ailleurs plu, la plupart du temps, pour les prêtres dont il considérait qu'ils avaient dérapé pendant la période révolutionnaire, il s'est plu à reprendre dans son dictionnaire biographique les petites méchancetés, entre guillemets, écrites par Monseigneur de la Porte dans ce fameux registre. Et je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre. Et donc, Saint-Barthès les a consciencieusement repris dans son dictionnaire. Voilà le fameux registre des cures dont je vous parlais, où, paroisse par paroisse, il y a une paroisse par page, on trouve, grosso modo, entre le début du 19e et les années 1920-1930, la liste précise de tous les desservants avec leur date de nomination. Voilà. Alors, ça c'est les évêques. Ce sont les papiers des évêques. Mais les archives diocésaines, ce ne sont pas que les papiers des évêques. C'est aussi le reflet de l'activité des différents services diocésains. Et parmi ceux-ci, il faut citer évidemment en premier la chancellerie, car le chancelier, qui est une sorte de garde des sceaux du diocèse, si vous voulez, d'ailleurs au propre comme au figuré, est chargé de veiller à ce que les actes de la curie diocésaine soient correctement rédigés, authentifiés, expédiés et conservés.
Donc, d'une certaine façon, le chancelier, c'est aussi un peu un archiviste. Et ça explique d'ailleurs que pendant longtemps, il n'y a pas eu d'archiviste et que les archives historiques du diocèse étaient systématiquement confiées au chancelier, et ce jusqu'à la fin des années 1970, notamment dans le cadre carcassonnais. Alors évidemment, dans ces fameux documents gérés par la chancellerie et issus des travaux de la chancellerie, il faut bien évidemment citer en premier lieu les registres de catholicité que j'ai évoqués tout à l'heure, qu'on appelle aussi registres d'actes de catholicité, qui constituent incontestablement la série la plus volumineuse des archives diocésaines. Alors, on les confond souvent avec les registres paroissiaux. Non, les registres paroissiaux, rappelons-le, s'arrêtent en 1792. Et ils sont remplacés par les registres d'état civil, au moment où l'enregistrement passe des prêtres aux officiers d'état civil dans les mairies. Les registres de catholicité, eux, ce sont des registres qui sont mis en place à partir du Concordat de 1801 pour enregistrer les baptêmes, les mariages et les sépultures religieuses dans les différentes paroisses. Les textes concordataires du Concordat de 1801, repris par la suite, et le droit canon, notamment le canon 535, prévoient d'ailleurs cet enregistrement des sacrements à une époque, je l'ai déjà dit, où la tenue des registres d'état civil est désormais confiée aux communes. Mais en réalité, le temps que les évêques et les nouvelles institutions ecclésiastiques se mettent en place après le Concordat, les séries de registres de catholicité, à Carcassonne en tout cas, ne débutent souvent qu'en 1802, voire 1803 ou 1804. Alors, il faut signaler au passage que dans cette collection des registres de catholicité, et c'est le document que vous avez à l'écran, un peu partout, et à Carcassonne aussi, on retrouve des registres de catholicité dits clandestins, tenus par des prêtres durant la période révolutionnaire, soit entre 1792 et le Concordat de 1801. Alors attention, on englobe beaucoup de choses dans cette appellation de registre clandestin. D'abord, il y a les registres effectivement tenus par les prêtres réfractaires, qui ont refusé le serment, qui ont refusé les lois révolutionnaires, qui n'ont pas émigré et qui vivent souvent cachés dans les campagnes. Mais il y a aussi ceux tenus par les membres du clergé constitutionnel, qui a poursuivi lui aussi sa tâche, malgré tout, envers et contre tout, et notamment aux heures les plus sombres de l'interdiction du culte, sous la terreur, ou à certaines périodes très dures aussi du directoire. Ces registres clandestins sont très précieux, même s'il faut se souvenir des ressources qui sont offertes par les registres d'état civil, bien évidemment. Dans l'Aude, on en trouve un certain nombre, qui procèdent le plus souvent d'ailleurs du clergé constitutionnel, mais il faut bien préciser qu'ils ne concernent qu'une petite minorité de paroisses et qui sont très disparates sur le plan chronologique. De plus, on peut également être en présence de registres dits de rattrapage ou de récupération d'actes antérieurs qui sont alors confectionnés autour de 1800-1801, mais qui reprennent des actes beaucoup plus anciens. Donc, à partir du XIXe siècle, du début du XIXe siècle, on dispose, pour toutes les paroisses, des registres de catholicité. Mais, dans l'Aude en tout cas, ces collections comptent d'importantes lacunes pour la première moitié du XIXe, 1801-1850. Et ces actes sont à l'époque, ces cahiers sont à l'époque tenus sur des cahiers volants qui ont tous les formats possibles et imaginables et qui ne sont pas reliés. Les séries des petites communes rurales, dans ce cas-là, étant généralement plus lacunaires que celles des grosses communes urbaines, qui étaient plutôt mieux tenues. Mais il faut signaler que, comme les registres paroissiaux et d'état civil, ces registres de catholicité étaient tenus en 2 exemplaires.
par les desservants. L'un de ces exemplaires demeurait dans la paroisse, tandis que le second était adressé à l'évêché. Il existe ainsi normalement deux collections de registres, la paroissiale et l'épiscopale. Par bonheur, parfois, la récupération d'une collection paroissiale permet ainsi de combler les lacunes des fonds de l'évêché. Ajoutons d'ailleurs que nombre de ces collections paroissiales ont fini leur parcours au sein des archives communales, je l'ai déjà dit, ayant rejoint bien souvent la mairie après la suppression du presbytère. Et d'autres ont été déposées aux archives diocésaines, où désormais donc il y a les deux séries, tandis que d'autres encore, je l'ai signalé également, ont rejoint par des biais divers et variés les fonds des archives départementales, où vous les trouvez en général dans les fonds communaux ou dans la série J. Alors il faut préciser également qu'à partir du milieu du XIXe siècle en général, à Carcassonne en 1850, ces registres de catholicité sont eux aussi tenus désormais sur des formulaires préimprimés et qui sont, Dieu merci, reliés dans des volumes contenant un ou plusieurs doyennés ou groupes de paroisses. Et puis, il faut signaler aussi qu'on y trouve fréquemment, en plus des actes habituels, des listes de communiants et de confirmés. Ce ne sont pas que les actes de baptême, de mariage et de sépulture, mais il y a aussi des listes de communiants et de confirmation. Alors évidemment, vous allez me dire, mais à quoi peuvent bien servir ces registres de catholicité alors que nous disposons déjà des registres d'état civil? Eh bien, ils ont pourtant une réelle utilité pour les chercheurs, mais aussi, et peut-être surtout, pour les généalogistes, pour différentes raisons. En premier lieu, il ne faut jamais oublier que les collections de l'état civil, elles aussi, peuvent souffrir de lacunes chronologiques, plus ou moins importantes. Imaginez ainsi le recours précieux constitué par les registres des paroisses de Paris, en raison de la disparition dramatique d'une partie de l'état civil de la ville de Paris lors de la Commune. Mais c'est aussi le cas, par exemple, pour le département de la Manche, en raison des destructions dues à la Seconde Guerre mondiale. Bon, bien sûr, contrairement à l'état civil obligatoire, là, tout le monde n'y figure pas, c'est clair. Mais on y retrouve toutefois une très large majorité des personnes à une époque, début du XIXe siècle encore, où la pratique religieuse concerne encore le plus grand nombre. Ce sont bien évidemment ces signes de pratique religieuse, baptême, mariage, sépulture, qui constituent également le premier rapport de ce document, puisque cette large majorité de la pratique évoquée précédemment va peu à peu s'étioler jusqu'à devenir aujourd'hui l'expression d'une minorité, on le sait, de la population française. Mais outre ça, les registres de catholicité contiennent aussi des renseignements complémentaires à ceux de l'état civil et qui ne figurent pas donc dans les registres d'état civil. Par exemple, vous y trouvez la mention du lieu de sépulture. Certes, la plupart du temps, c'est le cimetière communal. Mais il peut aussi s'agir du cimetière d'une autre commune. Si vous ne le savez pas, difficile d'aller la chercher, surtout qu'elle peut être assez lointaine. De plus, lorsqu'on a affaire à une ville avec plusieurs cimetières, c'est toujours utile de savoir dans lequel se trouve la tombe de la personne que vous recherchez. Et puis, en certaines circonstances, on peut aussi connaître la cause d'un décès. Ça n'est jamais dans les registres d'état civil. C'est même interdit absolument. Renseignements, donc, qui figurent dans les registres de catholicité, notamment dans le diocèse carcassonnais. À plusieurs reprises au cours du XIXe siècle, on trouve des mentions de décès survenus en raison des épidémies de choléra, par exemple, qui ont frappé le département à plusieurs reprises, comme celle notamment de 1854, très importante, et qui fit de nombreuses victimes. Et puis d'autres fois, on peut également trouver, et oui, c'était réprouvé par l'Église, mais c'était mentionné quand même dans les actes, des mentions de suicide par pendaison ou par noyade. En outre, les actes de baptême, avec les mentions des parrains et des marraines, et les actes de mariage, avec la mention d'éventuelles dispenses de consanguinité
accordés par l'Église et les noms des témoins fournissent aussi des renseignements précieux sur les questions de parenté et la composition des familles. Et puis, on trouve par exemple comme ça des enfants qui sont parfois jeunes et qui sont parrains et marraines de leurs petits frères, ou de leurs petites sœurs. De même, on peut savoir grâce à la dispense, pour deux époux, qui sont en fait cousins germains au 3e ou au 4e degré. Exemple des éléments qu'on trouve dans les registres de catholicité et que vous ne trouverez jamais dans les registres d'état civil. Et puis, les registres de catholicité servent aussi, pour finir, à connaître les prénoms de baptême, dont on s'aperçoit qu'ils peuvent être parfois différents des prénoms retenus par l'état civil. Et ça peut donc éclairer la problématique d'un prénom usuel, couramment utilisé dans la famille, bien qu'il ne le soit pas officiel. Pourquoi est-ce que le grand-père était appelé Alexandre alors que pour l'état civil il s'appelait Roger? La réponse peut être donnée éventuellement dans les actes de baptême. Alors pour finir avec ces registres de catholicité, je crois qu'il faut revenir un instant sur la question évoquée au début de la communicabilité de ces registres, qui n'est évidemment pas totale. Les règles en la matière s'inspirent assez largement de celles qui sont en vigueur pour l'état civil, tout en étant moins libérales et plus restrictives. Depuis les années 1980, elles ont été adoptées par la totalité des archives diocésaines françaises. Ainsi, les actes de baptême ne sont librement communicables qu'au-delà d'un délai de 120 ans, à compter de la date de l'acte ou de celle de la dernière mention marginale. Ça c'est vache, mais comme ça. Les actes de mariage ne sont quant à eux consultables qu'au-delà d'un délai de 100 ans. Et par contre, comme pour les registres d'état civil, il n'existe aucun délai pour les actes de sépulture, qui sont donc immédiatement communicables. Toutefois, certaines informations contenues dans les actes non consultables peuvent être communiquées aux personnes sous forme d'extrait ou de copie. Les demandes doivent alors être faites par écrit auprès des chancelleries épiscopales, mais vous pouvez écrire à l'abbé Dumec, le chancelier, pour Carcassonne, et vous pouvez m'écrire aussi, c'est pas grave, il y aura toujours quelqu'un pour traiter la demande. Enfin, il faut signaler que certains registres de catholicité communicables ont été numérisés et peuvent donc être consultés en ligne. Youpi! Il s'agit alors, il faut bien le signaler, toujours des collections conservées dans les dépôts publics départementaux où ils ont été déposés. C'est par exemple le cas du département de la Manche, déjà cité, pour la période 1804-1880, en raison des problèmes de destruction d'état civil que j'ai évoqués tout à l'heure. À ma connaissance, il n'y a pas eu à ce jour de mise en ligne réalisée par les diocèses. Alors vous avez là ce qu'on appelle un registre de rattrapage, qui est le registre de rattrapage de la paroisse de Dernières-Cueillettes, dans les Corbières. Il couvre la période 1793-1805, puisque pour Dernières-Cueillettes, les registres de catholicité ne débutent qu'en 1805. Voilà. Et donc, effectivement, aux alentours de 1803, 1804, 1805, le curé de Dernières-Cueillettes de l'époque a recueilli et a écrit un certain nombre d'actes de catholicité, baptême, mariage, sépulture, mais qui sont des actes anciens et qui ont eu lieu pendant la Révolution. Sur la base de quoi les a-t-il écrits? On ne le sait pas. Est-ce qu'il avait repris un vieux registre tout abîmé et qu'il a remplacé par celui-là? Est-ce qu'il avait des vagues notes sur feuilles volantes confiées par d'autres prêtres? Mystère, on ne le sait pas. Et là, par contre, vous avez un registre de catholicité classique, donc annuel, à partir donc dans le cadre du Concordat. Ça, restons en Minervois, c'est le registre de catholicité de la paroisse de Cône-Minervois pour l'année 1804, dans laquelle, donc, par ordre chronologique, on trouve les baptêmes, les mariages et les sépultures. Là, vous avez un autre registre de catholicité
qui est, je crois, ça, non, mais c'est toujours Cône, pardon. Non, c'est toujours Cône. C'est toujours le registre de Cône. Bien sûr, à partir de 1850, je l'ai dit, on passe sur des formulaires préimprimés et ils sont reliés. Donc les documents changent. Et là, vous voyez donc un exemplaire du registre de catholicité de la paroisse de l'Or-Minervois. Ce sont les baptêmes pour l'année 1884. Alors il y a toujours les signatures, mais effectivement, une partie du texte donc est déjà préimprimée sur ces registres. Là, à partir de 1850, on a à la suite, toujours de la même façon, les baptêmes, les mariages, les sépultures, les communions et les confirmés après, à la fin, et puis on a les différentes paroisses par ordre alphabétique du doyenné qui se succèdent au sein du registre. Et ça, c'est le registre de catholicité de la Redorte. Ce sont les actes de mariage pour l'année 1851. Et enfin, vous avez là un registre de catholicité un peu spécial, puisque c'est le registre de catholicité non pas d'une paroisse, mais de l'hôpital général de Carcassonne. Ce sont les baptêmes pour l'année 1901. À un moment donné, les hôpitaux, Carcassonne, Castelnaudary, Narbonne, ont été pourvus aussi de registres de catholicité pour relever les actes de baptême ou les actes de sépulture. C'était beaucoup moins fréquent qu'on se marie à l'hôpital. Donc des actes de mariage, en général, il n'y en a pas. Outre ces registres de catholicité, la chancellerie épiscopale fournit bien sûr quantité d'autres documents, comme par exemple des décrets de nomination de clercs ou de laïcs à diverses fonctions. Après la chancellerie, il faut citer également l'officialité diocésaine, c'est-à-dire le tribunal ecclésiastique chargé de rendre la justice au nom de l'évêque, au plan spirituel, mais aussi au plan temporel. Celui-ci peut être chargé de diverses causes liées au sacrement, comme les dossiers d'enquête canonique relatifs au mariage religieux, à leur autorisation ou à leur empêchement, à leur invalidation ou à leur annulation. Mais aussi à des questions de discipline ecclésiastique, à des contentieux avec des laïcs ou avec d'autres institutions ecclésiastiques, ou encore à des questions de dogme. C'est également cette juridiction qui gère la collecte des témoignages et de divers documents dans le cadre des procédures de béatification ou de canonisation, en particulier pour ceux qu'on appelle les procès de l'ordinaire diocésain et les procès de super non cultu, c'est-à-dire d'absence de culte pour la personne concernée par le procès. Alors là, vous avez un document, j'ai absolument voulu le mettre. Vous avez la première page du registre de l'official de Carcassonne dans le cadre du procès de l'abbé Béranger Saunière, curé de Rennes-le-Château. Pour la peine que je vous explique, vous connaissez tous la fameuse histoire. Bon, voilà. Alors évidemment, des gens me disent, mais c'est communicable, ça? Et oui, bien sûr que c'est communicable, parce que d'abord, ça date de 1911, donc ça commence à dater un peu, et puis ensuite, je rappelle que tous les documents conservés à l'évêché pour le procès de l'officialité contre Saunière ont tous été intégralement publiés à la fin des années 70 par M. Jacques Rivière dans son livre sur l'abbé Saunière, parce que M. Rivière avait été le premier à obtenir l'autorisation de consulter ces documents, autorisation qu'il avait obtenue de Monseigneur Puech. Qu'est-ce que vous voulez maintenant qu'on dise aux gens « Ah non, c'est pas consultable », alors que tout a déjà été publié. Donc, au contraire, c'est parfaitement consultable. Et là, vous avez le procès de béatification de l'ordinaire de Jeanne de l'Estonac, qui était la fondatrice au XVIIe siècle de la congrégation des Filles de Notre-Dame, une congrégation de religieuses enseignantes, et ce procès date de 1866. Et vous voyez que le document a été pendant un certain temps scellé. Voilà, il fallait qu'il soit conservé de façon scellée dans les archives diocésaines. De même, au strict plan des archives curiales,
On peut aussi signaler les documents fournis par les services de l'économie ou encore de la comptabilité. Bon, évidemment, ce sont des documents comptables, bien sûr, qui à l'heure actuelle sont électroniques et qui permettent de faire le point sur les finances diocésaines, notamment à partir de 1906, c'est-à-dire après la séparation des Églises et de l'État. On y trouve la gestion des mutuelles, celle des propriétés foncières, ou la collecte du denier du clergé ou du culte, comme on l'appelle maintenant. Et puis on peut signaler aussi, pour l'époque récente, les archives du service communication, qui évidemment nous font alors basculer vers les documents numériques. Vous avez là un registre des prêtres retraités du diocèse pour la période 1945-1962, où on a des éléments concernant donc les pensions de retraite qui leur sont versées. Et là, l'œuvre du denier du clergé, aujourd'hui denier du culte, avec un compte-rendu imprimé pour l'exercice de l'année 1907. Et puis pour terminer avec les fonds diocésains, il faut signaler rapidement d'autres sources dignes d'intérêt. Tout d'abord, les archives des petits et du grand séminaire, qui sont riches d'une documentation diversifiée sur l'histoire de ces établissements d'enseignement. Elles contiennent parfois, hélas assez rarement, des listes d'élèves et des notices sur les enseignants, mais plus souvent, pour le XXe siècle, des photographies de classe. Il en est d'ailleurs de même pour certains établissements de l'enseignement catholique, au doigt, dont la plupart des archives sont toutefois conservées par ces institutions. Là, vous avez le coutumier du grand séminaire de Carcassonne, qui date de la seconde moitié du XIXe siècle. Et ici, la photographie d'une classe du petit séminaire Saint-François-Xavier de Castelnaudary pour les années 1930-1931. À côté des archives du séminaire, il faut aussi dire un mot des archives du chapitre cathédral, collège de chanoines, qui se réunit régulièrement et tient de précieux registres de nomination et de délibération. Voilà par exemple un registre de nomination des chanoines, le premier pour la période 1803-1847. Et voilà un registre de délibération du chapitre cathédral pour la période 1906-1932. À côté des archives du chapitre, on trouve aussi des archives concernant diverses communautés religieuses. Bien sûr, attention, ce ne sont pas les archives des communautés religieuses proprement dites qu'elles concernent. Ce sont des archives concernant ces communautés dans leur rapport avec le diocèse. Alors, communauté d'hommes ou de femmes qui, bien entendu, étaient présentes dans le diocèse et où se trouvent une grande quantité et une grande diversité de documents, officiels ou non, personnels ou collectifs, auxquels s'ajoutent parfois ceux qui sont laissés par certains monastères lorsqu'ils ferment. C'est le cas, par exemple, avec le document que vous avez ici, un manuscrit du XVIIIe siècle sur la vie de Sainte Bonne d'Armagnac, qui était une sœur Clarisse du couvent de Lézignan, mais ce registre n'a pas été donné du tout par les sœurs de Lézignan, couvent qui a disparu depuis longtemps, mais par les Clarisses d'Asie, avant leur départ en 2009. Et puis, quand on parle de sources archivistiques, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas négliger non plus les sources imprimées, telles que le bulletin diocésain, souvent hebdomadaire au XIXe siècle, bimensuel puis mensuel par la suite. Pour le diocèse de Carcassonne, c'est la semaine religieuse du diocèse de Carcassonne, vous l'avez à l'écran, qui fait son apparition en 1868 seulement. Cet imprimé de petit format recèle en effet de multiples informations de toute nature, événements diocésains, pèlerinages, jubilés, arrivée d'un nouvel évêque, ou, dans le cadre paroissial, bénédiction d'une église ou d'une cloche, mais aussi des articles historiques, des notices nécrologiques détaillées qui permettent de façon précise de reconstituer certaines carrières ecclésiastiques. Et puis, signalons-le, l'histoire de ce périodique, en ce qui concerne le diocèse de Carcassonne, a d'ailleurs été en partie largement restituée par l'opuscule que vous avez à l'écran, lors du centenaire de la semaine religieuse en 1968, par un ecclésiastique qui s'appelait Monseigneur André Boyer-Masse et qui a réalisé à l'époque ce travail.
Et puis à ces périodiques, eh bien, il faut ajouter évidemment les documents iconographiques en tout genre, gravures, photographies et cartes postales. Là, par exemple, vous avez un exemplaire, mais il y en a plusieurs, de la fameuse collection de cartes postales de la collection Palot, des doubles cartes, sur les communes de l'Aude. Palot-Jordi, puisque c'est Jordi qui a écrit les textes qui sont situés au dos des cartes postales. Au-delà des archives de l'évêché que nous venons d'évoquer, les évêques et les services diocésains, il faut pour terminer dire un mot de deux autres types de fonds, de quantité non négligeable, qui complètent avantageusement les sources épiscopales et administratives. En premier lieu, on les a déjà évoqués, les archives paroissiales, qui sont récupérées la plupart du temps dans les sacristies, dans les presbytères ou chez les particuliers, parfois. Ils procèdent donc directement de l'activité des communautés paroissiales et demeurent incontournables pour qui veut faire l'histoire de celle-ci. Bien sûr, elles sont regroupées dans la sous-série 2P et on y trouve des registres de délibération et de comptes, des conseils de fabrique puis des conseils de paroisse, des coutumiers qui permettent de connaître les spécificités liturgiques locales, des livres journaux, très précieux, des chroniques ou des annales paroissiales qui restituent des pans entiers de l'histoire des communautés. Des registres de catholicité, bien sûr, j'en ai déjà parlé, des états des âmes, des papiers de confréries, de congrégations ou d'associations pieuses, des collections de bulletins paroissiaux, très précieux aussi, et des obituaires encore, etc., etc. Et puis parfois, elles fournissent également des documents, j'en ai déjà parlé, antérieurs à 1789. À l'écran, vous avez le registre des délibérations du Conseil de fabrique de Brousse et Villaret pour la période 1873-1940. Là, vous avez l'image de la page de couverture du bulletin paroissial célèbre à Carcassonne, le Carillon de Saint-Vincent, au janvier 1923. Et là, la page de couverture du bulletin paroissial du secteur de Caunes-Minervois, l'appel de Notre-Dame du Cros pour le mois de juin 1941. Et puis, à ces archives paroissiales proprement dites, il faut adjoindre celles générées par certains sanctuaires particuliers, généralement de pèlerinage. On peut ainsi évoquer les fonds des chapelles Notre-Dame du Cros, à Caunes-Minervois, ou Notre-Dame de Marseille, à Limoux, où sont rassemblés des registres de dévotion, des vœux, des remerciements, les délibérations des groupes gestionnaires, les comptabilités de toutes sortes, mais aussi des gravures, des cartes postales, des photographies et des affiches de kermesse. Documents précieux sur l'histoire souvent silencieuse de ces petits sanctuaires ruraux. Là, vous avez le registre des objets déposés dans la niche de Notre-Dame de Marseille pour la période 1880-1907. Et là, vous avez la suite, c'est-à-dire le registre de comptabilité des mêmes objets pour ceux qui ont été conservés et pour ceux qui ont été vendus. Il y avait aussi de ces objets qui étaient vendus. Et là, vous avez l'affiche et le livret de la kermesse de Notre-Dame du Cros pour les années 1960, avec ce pauvre enfant qui pleure et auquel on demande « Mais pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as ?» Et il finit par répondre « Je veux aller à la kermesse du Cros. » Pas mal comme communication dans les années 60. Et puis, comme les différents services d'archives publics, les dépôts d'archives diocésains conservent et reçoivent également des fonds d'archives privés. Il s'agit bien évidemment principalement de fonds d'ecclésiastiques, de tout rang, notamment de prêtres érudits ou savants qui se sont intéressés à l'histoire locale et ont laissé divers écrits, notes ou photographies. À Carcassonne, on peut ainsi citer les fonds Savartès, Cals, Bécher, Ancet, Verguet, Sigal, Boyer, Sarotte, Biot, Poc, et j'aurais pu en donner d'autres, qui tous apportent des renseignements intéressants sur l'histoire religieuse et l'histoire de l'art des pays audois. Signalons d'ailleurs que ces papiers d'érudits ont souvent été, hélas, démembrés. Ainsi, on trouve également aux archives départementales de l'Aude
des fonds Cals, Bécher, Verguet ou Sarraute, comme ceux qu'on trouve aux archives diocésaines. Mais il peut s'agir aussi de simples papiers familiaux ou encore d'archives provenant de divers mouvements de laïcs, Jacques, Joc, etc., ou de certaines communautés paroissiales, mais sans être des archives paroissiales à proprement parler. Là, vous avez une image du premier album de photographie du chanoine Sarraute pour la période 1950-1953. Il faut rappeler que le chanoine Sarraute, tout en étant prêtre du diocèse, était également conservateur départemental des antiquités et objet d'art du département de l'Aube. Et on a ces albums très précieux dans lesquels il avait fait des photos de bâtiments, mais aussi d'objets, de statues, d'objets d'orfèvrerie, etc., etc. Et puis, vous avez là le prologue, le début du prologue, avant-propos, du manuscrit de l'abbé Savartès sur l'histoire de l'église de Lode pendant la Révolution. Alors, remettons les choses en place. Savartès avait écrit 2 ouvrages. Le premier, c'est celui-là. Il raconte l'histoire de l'église audoise pendant la Révolution française. Le second, c'est le dictionnaire biographique. Il n'a publié que le dictionnaire biographique, et le premier volume, lui, par contre, l'histoire, proprement dit, est hélas restée manuscrite, mais on a le manuscrit en entier. Il a été rédigé dans les années 1930. Et puis là, vous avez un cahier de notes de numismatique de l'abbé Bécher, qui était un numismate averti et qui avait d'ailleurs une collection, lui-même, une collection de monnaies. Voilà. Pour terminer, maintenant, cette présentation incomplète, certes, des archives diocésaines de Carcassonne, je redirai à quel point les archives de l'Église en général peuvent représenter pour tous les chercheurs une ressource non négligeable et même indispensable pour les historiens du christianisme à l'époque contemporaine. Ces archives sont en effet largement complémentaires des fonds des archives publiques. À l'heure actuelle, les divers responsables de ces archives sont en tout cas à l'écoute du grand public, autant que possible, et essaient de répondre au mieux, au jour le jour, aux demandes d'information et de consultation de documents qui leur sont adressés. Quels peuvent être, pour ces archives ecclésiastiques en général et pour les archives diocésaines en particulier, les principaux défis des années futures? Celui, bien sûr, de pérenniser une bonne et saine conservation de ces documents pour les générations futures dans des locaux adéquats et fonctionnels. Celui également de la sauvegarde, de la collecte et de la centralisation, oui, il faut centraliser, des archives paroissiales, souvent en péril, souvent éparpillées, quand elles n'ont pas encore disparu dans les poubelles de l'histoire. Et ceci afin que la piété villageoise, l'organisation des communautés villageoises, ne soit pas la grande oubliée de l'histoire religieuse contemporaine. Troisième défi, celui d'en faciliter l'accès par les différents moyens disponibles, au nombre desquels il faut évidemment évoquer la sacro-sainte numérisation, tant utilisée de nos jours, et la mise en ligne des collections, à l'exemple, notamment, de ce qu'a pu faire le diocèse de Quimper, qui a créé, non pas pour ses archives, mais pour sa bibliothèque, une bibliothèque numérique, et qui a numérisé également la collection complète de sa semaine religieuse. Exemple à suivre sans doute. Enfin, dernier défi, celui d'une meilleure signalisation et valorisation auprès du grand public, le plus large, qui passe sans doute par diverses actions culturelles, expositions, colloques, conférences, comme ce soir, par d'indispensables partenariats et autres projets innovants à déterminer. D'ailleurs, la conférence de ce soir n'avait pas d'autre but, mieux faire connaître les archives de l'Église audoise et sensibiliser toutes les bonnes volontés à leurs problématiques de conservation. Merci beaucoup.
Merci Monsieur Aubion pour cet exposé intéressant. Moi j'ai deux questions. Oui. La première, ça concerne la lisibilité des documents et en particulier des documents très anciens. Est-ce que vous arrivez à les lire facilement et y a-t-il des documents très anciens en latin? Alors, vous pouvez poser la question aux élèves, à mes anciens élèves de paléographie que j'évoquais tout à l'heure et qui sont, dont certains sont dans la salle. Bien évidemment, plus les documents sont anciens, plus c'est compliqué à lire. Ça, c'est évident. Ça, c'est le côté écriture. C'est pas le côté latin. Pour le côté latin, il est clair que au XIXe siècle, avant aussi encore bien sûr, mais au XIXe siècle, une majorité de documents sont en latin. Une majorité. Allez, disons 50-50. Et vous avez une bonne moitié de documents qui sont en latin. Les correspondances sont en français. Mais par contre, les procès de béatification sont en latin. Certains décrets, des collections de décrets sont en latin. Les registres d'ordination sont en latin. Par contre, les registres du personnel sont en français. Voilà, vous voyez, ça voilà. Alors, très ancien, je l'ai dit, il n'y en a pas vraiment, puisqu'il y a quelques documents d'Ancien Régime, mais très peu. Dans le lot, il y a du latin, il y a du français aussi, et il y en a effectivement qui pourraient être soumis lors de cours de paléo, n'est-ce pas? Alors, je vais vous poser ma deuxième question. Votre exposé a porté essentiellement donc, sur donc, la communauté catholique, etc. Mais je voulais savoir si dans ces archives, on peut trouver des éléments sur nos bâtiments, sur les tableaux, sur les statues, si on s'intéresse à un monument, une église particulière. Est-ce qu'il y a des informations aux archives, s'il vous plaît? Alors, il peut y en avoir. Il peut y en avoir, avec, notamment, vous avez vu tout à l'heure le plan que j'ai montré de l'église Saint-Gilbert, qui est connu par ailleurs, mais voilà, il peut y avoir des choses. Sur des dossiers de travaux, sur des plans. C'est pas systématique. C'est pas systématique du tout. C'est pas systématique du tout, parce que je rappelle encore une fois que, avec la séparation de l'Église et de l'État, les questions de mobilier sont beaucoup, pas que, mais beaucoup tombées dans l'escarcelle des communes, et que par conséquent, il n'y avait pas forcément non plus obligation pour le diocèse d'avoir une documentation très serrée et très précise sur ces questions-là. Mais voilà. Pas au cas par cas. Ça au cas par cas. Ça peut. Je peux répondre à une demande non, il n'y a rien, ou je peux dire, ben oui, vous avez de la chance, il y a un petit dossier concernant tel ou tel aspect, telle ou telle reconstruction, ou modification, ou restauration d'une église à une époque donnée, le 19e, bien sûr, souvent, des fois le 20e aussi, ou des litiges pour des questions de propriété, des choses comme ça. Ça peut se trouver. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez mentionné le délai de communicabilité pour oui. les documents diocésains. Oui. Vous avez aussi mentionné que les documents diocésains étaient versés aux archives départementales. Oui. Qu'est-ce qu'il advient pour ces communicabilités pour les documents qui sont aux archives départementales? Tout à fait. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. En principe, je ne crois pas, j'essaie de fouiller dans mes vieux souvenirs, mais je ne crois pas qu'il y ait eu des documents diocésains qui tombent dans des questions de non-communicabilité, en particulier au niveau des registres des actes de catholicité. Mais peut-être que si, quand même, peut-être qu'effectivement, il peut y en avoir. Dans la mesure où ils ont été déposés, il faut bien reconnaître à ce moment-là que la question de la communicabilité échappe au diocèse et que c'est à ce moment-là du ressort de l'archiviste départemental. Je ne sais pas si... Et oui, tout à fait, votre question est excellente. Je ne sais pas si elle appliquerait à ce moment-là... elle n'a pas de raison d'appliquer les règles de l'Église. Elle n'a pas de raison d'appliquer les règles de l'Église. Surtout que les documents ne viennent pas... De registre de catholicité, il n'y en a pas qui viennent du diocèse. Ils viennent tous des paroisses, ou des communes, ou des choses comme ça, ou des particuliers. Donc il n'y a pas de raison d'appliquer effectivement les règles à ce niveau-là. Ce qui peut être fait par contre par l'archiviste départemental, c'est de dire, ben maintenant c'est moi qui les concerne, donc j'applique purement et simplement les règles des archives publiques, c'est-à-dire 75 ans.
pour les registres d'état civil, en ce qui concerne les baptêmes et les mariages, et puis les sépultures, elles, sont librement communicables, comme dans les registres d'état civil. La bonne logique voudrait que ce soit fait comme ça, effectivement. Est-ce que par hasard, vous auriez des archives de congrégations qui ont disparu à la Révolution, je pense à l'abbaye de Cône, qui auraient atterri chez vous ou... Alors, je ne vais pas vous dire non, parce que sinon je serai un gros menteur. Il y a quelques petits documents isolés. Si ça vous intéresse, après je peux vous dire ce qu'il y a sur Cône Minervois. Oui, il doit y avoir un ou deux documents, effectivement. Bon. Mais encore une fois, c'est extrêmement résiduel, cette affaire d'archives d'Ancien Régime. Hein. Enfin, je parle de Carcassonne. C'est pas pareil pour tous les diocèses. Et pour Carcassonne, c'est très résiduel, c'est-à-dire qu'il y a quelques petites pièces qui concernent les Carmélites de Narbonne, l'abbaye de Cône, la Grâce, les Carmes, les d'Ancien Régime, hein, Carcassonne, les frères des écoles chrétiennes à Carcassonne. Bon, après moi je peux vous envoyer le... Mais c'est très résiduel. Hein. Normalement les fonds sont allés dans les dépôts publics. Hein. Je pensais au cartulaire de Bahul qui rapporte des événements de l'abbaye de Cône. Oui, c'est ça. Depuis Charlemagne. C'est ça. Tous ces fonds-là, et Cône, hélas, par contre, ne fait pas partie des fonds qui ont été bien conservés, contrairement à la Grâce. Cône, mais tous ces fonds-là, normalement, donc, sont aux archives départementales, sont conservés aux archives départementales. Pour Cône, hélas, il n'est pas resté grand-chose. Accueillez-vous des chercheurs avec un programme bien défini, parce que bon, le problème des dates, des périodes, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de temps. Est-ce que vous accueillez des chercheurs? Oui, la réponse est oui. Et le but était même de recommencer à les accueillir, puisque ça avait déjà été fait par le passé, et il fallait effectivement recommencer, parce que c'est un dépôt d'archives qui n'est pas du tout ouvert, c'est pas bon. Il faut pouvoir apporter une aide à ce moment-là aux gens qui font les recherches. Donc oui, bien sûr, c'est ouvert aux chercheurs. En principe, les archives diocésaines de Carcassonne sont ouvertes tous les lundis, de 9h à 17h, c'est le jour d'ouverture, sur rendez-vous pris à l'avance, bien entendu, et ce jour-là, il y a des gens qui viennent effectivement consulter, tout à fait. Il y en a qui sont dans la salle aussi, quelques-uns. On vous remercie beaucoup. Moi, je tiens à rajouter une chose, c'est que dans les églises, dans les sacristies, il y a encore beaucoup de documents, d'archives qui prennent l'eau, qui sont mangés par des rongeurs. Donc moi, j'ai vu des archives en décomposition. J'ai mis à l'abri personnellement des archives paroissiales qui étaient en décomposition, imbibées donc d'humidité dans l'église de Bagnoles. Je vois la même chose à l'église de l'Or. Je vous demande, chacun d'entre vous, de mener une petite enquête et d'aller voir dans les églises et dans les sacristies ce qui se passe, et de mettre à l'abri tous ces documents, ces archives, et de les déposer soit en mairie, ce que j'ai fait, dans le but que ce soit après déposé aux archives départementales. Donc première chose, c'est de les mettre à l'abri, de les sortir de ces sacristies, quoi. Parce qu'on va perdre définitivement des archives précieuses. La question que je voulais poser, c'est à qui ça appartient? Exactement, monsieur. Et c'est ce que j'allais dire. Les archives départementales et les mairies, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est des archives diocésaines. C'est des archives diocésaines. Elles appartiennent au diocèse, à l'association diocésaine. Et donc, à ce titre, le dépôt, c'est les archives diocésaines. Et c'est ce que nous pratiquons d'ailleurs. Enfin, on a recommencé depuis un an ou deux à pratiquer, et on va dans les paroisses ramasser différentes choses. Voilà. Alors, je ne jette pas la pierre, hein. Mais non, je ne jette pas la pierre du tout. C'est très bien de toute façon de les mettre quelque part pour qu'elles soient sauvegardées. Mais elles sont propriété du diocèse, effectivement, et donc normalement elles doivent revenir en dépôt aux archives diocésaines. Qu'est-ce qu'on répond aux conseillers municipaux ou aux adjoints qui disent attention, ça appartient à la mairie? Oui, mais non, ça n'appartient pas à la mairie. Il ne faut pas confondre les questions d'objets, d'accord?
dans les églises, les tableaux, les objets, etc. Tout ça, ça a été réglé par la séparation des églises de 1905. Et on sait aujourd'hui parfaitement, et notamment mon collègue Gaël Favier qui s'occupe de ça, sait très bien dans telle ou telle commune, telle paroisse, qu'est-ce qui est à la paroisse et qu'est-ce qui est à la mairie. Ça, on le sait, c'est clair. Mais ça ne concerne pas les archives. Les archives, c'est l'émanation de la vie paroissiale, avec la fabrique paroissiale jusqu'en 1905, puis de la paroisse après 1905. La commune n'a rien à voir là-dedans. La commune, elle est propriétaire du bâtiment, de l'église, et elle est propriétaire en partie d'un certain nombre d'objets de culte, du culte, de décors, qui sont dans l'église. Mais c'est tout. Les archives, ça ne concerne pas. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez. Après, vous avez tout. Vous avez des gens qui vous disent ah mais si, ben oui, mais moi je dis ah mais non. Bon, la vérité juridique, si vous voulez, c'est ça. Ce sont des fonds diocésains, paroissiaux donc diocésains, et ils n'appartiennent pas aux communes. Encore une fois, s'il y a des documents qui à un moment donné ont été mis à l'abri dans des mairies, tant mieux, ils seront conservés pour les générations futures, alors que sinon ils auraient été perdus. Mais, moi qui ai eu pendant plus de 40 ans la casquette opposée, c'est-à-dire celle de l'archiviste public, je suis obligé de dire la vérité et de reconnaître que ce sont des fonds qui ne sont pas publics, qui n'appartiennent pas aux communes, pas au département non plus, et qui donc appartiennent à l'association diocésaine. Sachant qu'il y a beaucoup d'archives chez les particuliers aussi. Hein. Tout à fait. Oui. Et ça, il y a un travail de terrain à faire Oui. pour récupérer ces archives. On y trouve des choses extraordinaires. Récemment, dans une paroisse dont je tairai le nom, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui étaient là, qui dormaient dans des placards, mais dans le lot, il y a des registres de l'œuvre du XVIIe siècle. Voilà, 17e, 18e. Et puis après, il y a des archives du 19e qui sont loin d'être inintéressantes aussi, même si au milieu, il y avait aussi une grosse collection de la semaine religieuse, qui n'est pas forcément inintéressante non plus, parce qu'elle peut compléter d'autres collections lacunaires. Mais voilà, donc dans ces fonds paroissiaux, c'est dans les fonds paroissiaux qu'on va voir apparaître, pour ce qui nous parviendra, Dieu merci, le reste, ce qui sera perdu définitivement, on verra rien, mais c'est dans ces fonds paroissiaux qu'on va voir sortir des choses inconnues, quasi inconnues, et qui vont nous amener des éléments sur l'histoire de telle ou telle commune ou de telle ou telle paroisse. C'est clair, hein, c'est clair. Après, on est toujours confronté un peu au comité paroissial local. Hein. Oui, et ça, si vous voulez, le comité paroissial, c'est effectivement les gens qui, localement, sont en charge de ces documents. Et notamment, la personne qui est chargée de faire, transiter les registres chaque année, les actes de catholicité à l'évêché, de regroupement au niveau des différentes paroisses, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on a des paroisses qui sont extrêmement vastes, hein, qui comprennent un grand nombre de communes, et donc effectivement, il y a des gens qui s'occupent de tout ça. Mais c'est eux, c'est leur responsabilité. Ils sont responsables par rapport à ça, et notamment responsables par rapport à ces archives. C'est pour ça que Dieu merci, il y en a quelques-uns qui nous contactent pour nous les déposer. Parce que la commune, encore une fois, non, ce n'est pas le problème du maire. Ce n'est pas le problème des maires et ni des conseils municipaux. Je le dis d'autant plus facilement, encore une fois, que pendant longtemps, j'étais de l'autre côté. Et que, ben oui, quand on sauve des documents, eh effectivement, l'important c'est qu'ils soient sauvés. Et pas qu'on les laisse pourrir à tel ou tel endroit. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.